Salut à tous, bienvenue dans le petit JT, l'actu de la semaine, raconté simplement. On commence par ce qui a beaucoup fait parler les adultes ces derniers jours, un avion qui s'est écrasé dans le sud de la France. La montagne porte encore les traces du drame. Des milliers de débris blancs couvrent la zone du crash. C'est l'accident d'avion le plus meurtrier en France depuis 34 ans. Mardi, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé près de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Il devait voler de Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne. 150 personnes étaient à bord et aucune n'a survécu. Parmi les victimes, surtout des Espagnols et des Allemands, dont 16 lycéens qui rentraient d'un voyage scolaire. Voici ce que l'on sait. 1 heure après le décollage, le copilote profite d'une absence du pilote. Il s'enferme seul dans le cockpit, la cabine de pilotage. Il fait alors descendre l'avion pendant 8 minutes, sans dire un mot, sans répondre aux appels lancés depuis le sol. L'appareil percute la montagne à 700 km/h. Il est pulvérisé. Le copilote était dépressif. Il était soigné pour ça. Son médecin jugeait qu'il n'était pas en état de travailler ce jour-là. Depuis mardi, des centaines de pompiers, de gendarmes travaillent sur la zone du crash. Le site, situé à environ 1700 mètres d'altitude, est difficile d'accès. Sur place, secouristes et enquêteurs doivent retrouver les restes des victimes pour les identifier. Malgré ce terrible accident, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Près de 3,5 milliards de personnes ont pris l'avion en 2014, soit un terrien sur 2. Chaque seconde, environ, un avion décolle quelque part sur la planète. On compte environ 20 accidents mortels par an pour 30 millions de vols. L'avion fait 1000 fois moins de morts que la voiture. Ce petit symbole rouge que j'ai accroché sur ma veste, vous allez le voir tout le week-end à la télévision. Il représente le SIDAction. Le SIDAction, c'est une campagne dans les médias pour mobiliser les Français contre une maladie qui s'appelle le sida. Le sida, qu'est-ce que c'est? Écoutez la réponse d'Hugo Emprunt en 60 secondes. C'est la minute pour tout comprendre. Ça, c'est le sida. C'est une maladie provoquée par un virus, le VIH. Le sida ne tue pas directement, mais il s'attaque à nos défenses. À cause de lui, le corps humain devient incapable de combattre les autres maladies. Elles peuvent alors se développer et tuer. Dans le monde, en 2013, 1 500 000 personnes sont mortes à cause du sida. On peut porter le virus, le VIH, dans notre corps sans être malade du sida. On dit alors qu'on est séropositif. Dans le monde, 35 millions de personnes sont infectées. En France, elles sont 150 000. Le virus a été découvert en 1983. Certains médicaments permettent de retarder la maladie, mais pour l'instant, on ne guérit pas du sida. Tout ce que l'on peut faire, c'est empêcher la diffusion du virus. Le VIH se transmet surtout par le sang et par le sperme pendant un rapport sexuel. Pour lui barrer la route, la meilleure solution, c'est le préservatif. On va parler d'une règle de base à l'école, ne pas tricher pendant les contrôles. On va partir en Asie, en Inde, et vous allez voir que cette fameuse règle n'est pas si facile que cela à appliquer. C'est parti. Ces hommes ne sont ni des spécialistes de l'escalade de rue, ni des cambrioleurs, ni des prisonniers qui cherchent à s'évader. Ce sont des tricheurs. La scène se déroule dans le nord de l'Inde, sur les murs d'un centre d'examen. À l'intérieur, des ados âgés d'une quinzaine d'années passent leur bac. À l'extérieur, accrochés aux fenêtres, parents et copains tentent de leur faire passer des feuilles de papier pour leur donner les bonnes réponses. Dans la salle, les surveillants sont débordés. Ce sont les policiers qui prennent le relais et qui ramassent les copies. En quelques jours, plus de 1000 personnes ont été surprises en train de tricher. Parents, grands frères, copains, même des policiers. Une grosse triche qui s'explique par une récompense, environ 150 € offert aux étudiants des castes inférieures qui réussissent à répondre correctement à la moitié des questions. Dans cette région de l'Inde, les habitants sont très pauvres. 2 sur 3 sont analphabètes. Ils ne savent ni lire ni écrire. Depuis près de 3000 ans, la société indienne est divisée en 4 castes, 4 groupes de personnes très fermés. Au sommet, les prêtres et les professeurs. En bas, les artisans et les serviteurs. Et plus bas encore, en dehors de ce classement, les intouchables, les plus pauvres de tous, rejetés par tous. Plus de 200 millions d'Indiens considérés comme impurs. On reste dans les salles de classe, mais on revient en France parce que cette semaine, les journalistes, comme ceux de LCI, sont venus dans vos écoles pour vous expliquer notre métier.
Le thème abordé cette année, c'est la liberté de la presse. Et justement, c'est ce que Bridoulot vous explique en dessin, bien sûr. À la préhistoire, la liberté de la presse n'existe pas. On n'a pas le droit de critiquer les plus forts, pas le droit de se moquer des mammouths par exemple. D'ailleurs, la presse n'existe pas non plus. À l'origine, il y a plus de 500 ans, la presse c'est une grosse machine qui imprime des livres ou des journaux. Aujourd'hui, la presse c'est les médias, c'est la radio, c'est la télé et c'est Internet. Un pays où la presse est libre, c'est un pays dans lequel on est libre de chercher des informations, de les faire circuler, et c'est aussi la liberté d'être informé. Dans le monde, plus de 4 milliards de personnes, plus d'un humain sur deux, n'ont pas accès à une information libre. En Chine, par exemple, la presse est pressée, écrasée par les chefs du pays qui censurent certaines informations. L'autre ennemi de l'information libre, c'est la guerre. En Syrie, par exemple, en 2014, 15 journalistes ont été tués en faisant leur métier. En France, la liberté de la presse est protégée par la loi depuis 1881. Les journalistes peuvent travailler librement, les dessinateurs peuvent se moquer de tout et de tout le monde. Mais attention, ils n'ont pas le droit de tout dire. Ceux qui insultent ou qui accusent quelqu'un sans preuve sont punis. Petite précision, la loi ne concerne pas que les journalistes, elle est valable pour tout le monde, même pour vous quand vous postez des messages sur Internet. Réglez bien vos horloges et vos montres parce que ce week-end, on change d'heure. C'est ce qui s'appelle le passage à l'heure d'été. Alors comment ça marche? Regardez. Impossible de rattraper le temps perdu. Mais ce week-end, nous allons prendre un peu d'avance. À 2h du matin dimanche, il est en fait 3h. Donc en vous réveillant, disons à 9h, il est 10h. Et quand la nuit tombe, autour de 19h, il est 20h. Notre journée est éclairée plus longtemps par le soleil. Résultat, on allume la lumière plus tard et du coup, on consomme moins d'électricité. C'est le but du passage à l'heure d'été qui a lieu chaque année depuis 40 ans. Consommer moins d'énergie et donc dépenser moins d'argent pour acheter cette énergie. Et techniquement, que faut-il faire? Rien ou presque rien. Aujourd'hui, la plupart des montres et des téléphones portables changent d'heure tout seuls. Les seuls qui vont vraiment devoir passer quelques heures à remettre les pendules à l'heure sont les horlogers et Michel, qui prend soin des 300 objets exposés au musée de l'horloge de Toulouse. Bon, moi je commence l'entraînement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Paris sera peut-être candidate pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. D'ailleurs, les premiers JO de l'ère moderne, c'était il y a tout juste 119 ans. Allez, on remonte le temps. En blanc, au centre, Spiridon Louis. Applaudi par les spectateurs du grand stade d'Athènes, le Grec devient champion olympique du marathon, une course à pied longue de 42 km. Nous sommes en 1896, il y a 119 ans, quasiment jour pour jour. Les Jeux Olympiques viennent de renaître en Grèce, le pays qui les a inventés près de 2600 ans plus tôt. C'est Pierre de Coubertin, un Français moustachu, qui a eu l'idée de relancer la plus grande compétition sportive de la planète. C'est lui qui a proposé la devise des Jeux, Citius, Altius, Fortius, 3 mots latins qui signifient plus vite, plus haut, plus fort. La flamme olympique a quitté la Grèce et elle brûle toujours, se déplaçant de ville en ville, de continent en continent. Les Jeux Olympiques ont lieu tous les 2 ans. Les prochains Jeux d'été auront lieu l'année prochaine à Rio de Janeiro, au Brésil, et les prochains Jeux d'hiver se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018. La France, elle, n'a pas accueilli les JO depuis les Jeux d'hiver d'Albertville, en 1992. De nombreuses personnes souhaitent que les Jeux reviennent dans notre pays. Elles veulent que la ville de Paris soit candidate pour organiser les Jeux d'été en 2024. La Ville Lumière a déjà organisé 2 fois les Jeux Olympiques en 1900 et en 1924 et des dizaines d'autres compétitions internationales. Allez, c'est l'heure de parler culture, c'est donc l'heure pour vous de prendre la parole. Cette semaine, Joël, 14 ans, nous donne ses impressions sur un film d'animation qui ne manque pas d'humour. Action! C'est le retour de la pâte à modeler au ciné. Il s'appelle Sean, c'est un mouton, et il est né de l'imagination délirante des studios Aardman en Angleterre.
C'est de là que sont sortis Chicken Run en 2000 et Wallace et Gromit en 2005, deux films faits à la main qui n'ont pas échappé à Joël, 14 ans. Ensemble. Je connaissais déjà les films, Chicken Run et Wallace et Gromit. Je les avais vus quand j'étais tout petit et je les avais beaucoup aimés. Et je trouve que même quand on a encore 14 ou 15 ans, ce film il peut nous plaire parce que c'est rigolo et c'est fait un peu pour tous les âges. C'est des gags pas trop recherchés mais pas trop bêtes non plus et qu'il n'y a pas trop de paroles. Donc c'est rigolo cette histoire de moutons qui font des aventures. On n'a pas l'habitude que ce soit des animaux comme ça qui ont des projets, qui les montent et qui à la fin les réalisent. Shaun le Mouton sort mercredi. Il dure 1h25, soit 85 minutes, 5100 secondes, plus de 120 000 images captées une par un appareil photo. Cette technique porte un nom, le stop motion. Un dernier chiffre en passant, pour tourner le film, 354 marionnettes ont été fabriquées et animées. La pâte à modeler, ça fonctionne bien parce que c'est une méthode rigolote, c'est pas comme les dessins, c'est pas comme les vrais films. La stop motion, c'est énormément de boulot, ça nécessite des années, des fois de travail. Et c'est pour ça que ça donne après un rendu quand même bien particulier et ça vaut la peine. Peter et David, les créateurs des studios Hardman, ont commencé à faire des films d'animation à l'âge de 12 ans, dans la cuisine de leurs parents. Un jeu d'enfant devenu œuvre d'art. Restez avec moi juste avant de découvrir l'image de la semaine. On va revenir sur les mots importants de ce journal. C'est le dico du Petit JT et c'est par ici. Petit rappel sur le vocabulaire utilisé dans le sujet sur le sida. À l'origine du sida, il y a un virus, un très petit organisme qui provoque une maladie. Virus, c'est un mot latin qui signifie poison. Le virus du sida s'appelle le VIH. Un séropositif, c'est une personne qui est infectée par le VIH mais qui ne présente pas les signes de la maladie. Pour être sûr qu'une personne n'est pas infectée par le virus du sida, elle peut effectuer un dépistage. Un dépistage, c'est un ensemble d'examens pour découvrir une maladie dans le corps d'une personne. Le sida peut se transmettre par le sperme. Le sperme, c'est le liquide produit par les organes sexuels mâles contenant les spermatozoïdes. Le meilleur moyen de se protéger contre le sida, c'est de porter un préservatif, un tube en plastique qui entoure le pénis et qui retient le sperme. Le sida est malheureusement une épidémie au niveau mondial. Une épidémie, c'est une augmentation rapide du nombre de malades à cause d'un virus, à cause d'un microbe, sur une période donnée et dans un lieu précis. Et comme promis, la voilà, la vidéo de la semaine, cette fois direction l'Indonésie où Hugo Emprunt a même tourné des images pour nous. Regardez. Buddy a déjà 1 an, mais il doit devenir ce qu'il est, un orang-outan, un grand singe qui fait son nid sur le toit des forêts d'Indonésie. Il doit apprendre à grimper parce qu'il a passé les premiers mois de sa vie enfermé dans cette cage minuscule prévue pour accueillir des poulets. Sorry, Buddy. Il a été sauvé il y a 3 mois par les vétérinaires d'une association qui défend la vie sauvage. Aujourd'hui, il est soigné dans un centre spécialisé à Ketapang, dans l'ouest de l'île de Bornéo. Nous nous sommes rendus sur place en 2013 et nous avons filmé ces singes rouges, environ 80 orang-outans dont une dizaine de tout petits. Tous sont orphelins, tous ont été capturés dans les forêts et vendus comme animaux de compagnie. Ces primates sont menacés par les hommes, par les braconniers qui les volent à leur famille pour les vendre et par les bûcherons qui détruisent leur lieu de vie. Au total, il reste entre 40 et 70 000 orang-outans dans les forêts touffues de Bornéo. Voilà, le Petit JT, c'est terminé pour cette fois. Un grand merci à la documentation, à Clémentine Baude à la caméra et à Hugo Emprunt pour tous les sujets du journal. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans l'actu. Ciao!